Léa Robach est née en 1903. Québécoise, juive, militante communiste, syndicaliste, féministe, elle nous parle de ce siècle qu'elle a vécu avec passion en se battant sans relâche contre l'injustice sociale. Ah oui, j'en ai beaucoup. Là. Celle-ci, c'est quoi? Ça, c'est la famille ça devrait être 1917. Ça, c'est mes grands-parents maternels, maman, papa, mon grand frère qui avait 13 ans à l'époque. Henri, c'est ça? Henri, oui. Ça, c'est moi-même, ma sœur, elle. Et ça, c'est Rose, Rebecca, Jo, Michel et Lottie. Tous les enfants n'étaient pas nés à ce moment-là. Hein? Est-ce que tous les enfants étaient nés? Non, il y en avait un là, Léo. Le petit dernier. Et lui était le dernier. Après ça, maman voulait coucher avec lui. Pourquoi? Parce que c'était le seul birth control qu'elle savait. C'était un moyen de contrôle des naissances. Oh, Elle oui, coucher avec papa. les enfants. Oh, avec les filles. Parce qu'elle aurait pu aller coucher avec les petits garçons. Mais papa serait rentré sans doute, parce que des hommes, après tout, dans ce temps-là, c'est le mari, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Au lieu de dire, écoute, là, moi je veux avoir une bonne nuit de sommeil, on s'arrangera pour ton sexe demain ou après-demain. Mais elle n'osait pas dire ça. Alors? Vos parents, là, est-ce qu'ils sont mariés par amour? Non, c'était un matchmaker, un marieur. marieur, qui a dit à mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle, elle voulait, ma grand-mère, un homme instruit, un homme religieux et un homme qui pourra faire vivre sa femme grandiosement comme elle a vécu. Vous êtes né à Montréal, mais très tôt, vous êtes partis toute la famille vivre à Beauport, près de Québec. On est parti, moi j'avais à peu près 6 mois. Mais comment c'était? Vous étiez la seule famille juive à vivre dans un milieu canadien-français au début du siècle. Comment c'était? Bien, je vais vous dire, quand ils n'avaient jamais vu de juifs de leur vie, et même monsieur le curé, apparemment, c'était un bonhomme qui n'avait pas voyagé très loin de Beauport, parce qu'il ne connaissait pas des juifs. Même, il y avait des gens de la place qui ont demandé à la personne qui nous aidait à la maison puis au magasin, mais des Juives, là, comment font-elles les enfants? Ça fait que Anne-Marie a dit, t'es donc idiote, toi. Font les enfants comme on les fait, nous autres aussi, il n'y a pas de différence. Bon. Mais vous parliez yiddish à la maison? À la maison, on parlait yiddish. Avec nos camarades à Beauport, on parlait français et on allait à Québec à l'école anglaise. Mais ça fait tout un mélange, ça. Bien. On avait commencé à mélanger les 3 langues. On m'a dit, on parle une langue à la fois. Et puis, si tu me parles en français ici, je ne te comprends pas. Bon. Ah, ben mon Dieu. Mais il fallait parler yiddish à la maison. Ça, il n'y avait pas d'histoire. Pourquoi? Pour garder la culture? Garder la culture juive. Quelles sont les valeurs que vous avez voulu garder, qui viennent de votre enfance, que vous avez gardées toute votre vie, puis qui sont importantes pour vous? Ah, ben c'était premièrement ce que j'ai appris à la maison. Qu'on ne doit jamais amoindrir une autre personne. Que la personne que tu vas rencontrer, que tu vas connaître, cette personne a autant de qualités que toi, des fois plus que toi. Alors, on apprend l'une de l'autre. Et nous, on a eu la chance de demeurer avec des francophones, catholiques, qui nous ont connus comme juifs, mais comme ils disaient, oui, ils sont juifs, mais c'est du bon monde.
Qu'est-ce que vous rêviez d'être quand vous étiez adolescente? Oh, moi, la première des choses, ce qui m'intéressait, c'était de voyager et puis de écrire. Ça, j'aimais bien ça. Et puis, une profession, n'importe quoi. Moi, j'avais pas une profession comme mes sœurs. Je voulais voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Comment les gens vivaient. Moi, j'ai toujours eu cette curiosité. Beauport était devenu, et Québec, et Montréal, même à Montréal, c'était devenu trop petit. Il fallait que j'aille voir. Trop petit pour les Arobac. Pour moi, oui. Et maman disait, ben, tu ne penses pas te marier, tu devrais y penser. Ah, ben, j'ai dit ça quand je serai vieille. Maman dit, on ne se marie pas quand on est vieux. Pourtant, elle a une expression, je pense, qu'elle vous disait en yiddish, se marier, mourir, on a toujours le temps. Oui, c'était elle qui vous disait ça. Oui, maman. C'est contradictoire. Après, quand je l'avais convaincue, elle dit, gut, mein Kind, Hassen haben und sterben hat man immer Zeit. Se marier et puis mourir, on a toujours le temps. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant de ça? Oh, j'y pense encore. Je ne suis pas prête à mourir. Êtes-vous prête à vous marier? Non, oh non. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Vous savez, à Berlin en 1930, mon frère... Qui étudiait en médecine à Oh Berlin. oui, avec la canne, s'il vous plaît. Dans ce temps-là, les étudiants portaient la canne, le chapeau fedora, puis des fleurs. Vous étiez chaud, vous aussi. Vous avez connu Berlin, le Berlin vraiment des années folles, où ça bougeait beaucoup socialement, culturellement. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Ah, ça, je garde beaucoup de souvenirs. Parce qu'à Berlin, j'ai étudié fort. Et puis, j'allais au théâtre, j'avais des camarades. Et il y avait vraiment une vie avant la purée qui est descendue sur Berlin, là, avec la venue d'Hitler. Mais 2 ans avant qu'on entende parler d'Hitler, là, puis qu'on voyait les petits gars habillés en brun, là, puis les femmes en uniforme brune d'Hitler, et puis là, Heil Hitler, comme ça, là. Alors ça, mais avant ça, c'était une vie fantastique. On pouvait s'asseoir, prendre un café pour 40, 50 pfennig et passer tout un après-midi. Les serveurs, la plupart d'eux, c'était des serveurs, n'aient pas toujours vous demander autre chose, madame, comme en France? Non. Là, on pouvait lire tous les journaux qu'ils avaient, Morgenzeitung, der Justizeitung. Alors, on avait tout ça. Et puis, pour un café, pour quelques pfennig, alors on pouvait passer l'après-midi. C'était le théâtre ouvrier de Bertolt Brecht aussi. Ça, c'était merveilleux. Bertolt Brecht était un bonhomme. Il avait du talent extraordinaire et c'est lui qui a commencé à montrer le nouveau théâtre. On dit que c'était merveilleux, ça. C'est en Allemagne que vous avez décidé d'adhérer au Parti communiste. Pourtant, il y avait une foule de mouvements. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les communistes? Bien, c'est parce que le mouvement communiste... prenez, par exemple, le Parti socialiste à Berlin, en Allemagne. C'était un mouvement de gauche, si vous voulez. Mais ces gens-là avaient de très belles paroles, faisaient rien. Puis moi, je suis une personne qui... Oui, avec les paroles, il faut agir. Mais eux n'agissaient pas. C'est vraiment le goût de l'action qui vous a fait adhérer au Parti communiste. Oh oui, parce que là, on agissait. On avait des manifs. On entrait dans les boutiques, même ici à Montréal. Vous avez quitté Berlin en 1932, je pense. Est-ce qu'on sentait vraiment là, déjà l'antisémitisme, la montée du nazisme? C'était très fort. Ben, l'antisémitisme a toujours existé en Allemagne. Toujours. Mais avec l'arrivée d'Hitler, on voyait venir ça. C'était les petits, les jeunes là, avec leurs costumes. Déjà, ils étaient en costume. Même en 1930, on en voyait 1, 2.
On les voyait dans les tavernes. Ils étaient forts sur la bière. Ben, les Allemands, la bière, c'est deuxième nature dans le temps. Alors, mais... Vous aviez senti qu'il fallait partir? Oh oui. Bien, moi, je voulais rester. La curiosité, oh là là. Mais la personne qui était à la tête de notre cercle, et dit, toi, tu es juive, tu es une étrangère, tu seras attaquée, parce que là, on était enregistrés. On savait que vous étiez communiste aussi. Oh ben, ils avaient l'ouverture dans tous les départements. Alors, à l'université de Berlin, on avait une cellule d'étudiants communistes. Alors, tout ça, la police pouvait mettre la main sur les personnes qu'ils cherchaient. Il n'y avait pas besoin de courir midi à 14 heures. Je savais exactement. Moi, j'étais là, à l'université, j'étais une étrangère, et puis ils avaient mon pedigree, comme ils le voulaient. Et puis, alors, quand mon prof et puis la personne de la cellule communiste ont vu la manière que les choses allaient de mal en pis, alors il a dit, Léa, nach Hause, pars à la maison. Ici, il dit, ça sera pas beau. Puis toi, tu es étrangère, tu fais partie du mouvement. Alors, il dit, ils vont t'attaquer, ils vont t'amener, tu seras peut-être dans une prison que personne ne saura où. Alors, il dit, de suite, prends ton billet, puis pars. Mais moi, j'avais jamais pris un billet aller-retour, je prenais un billet pour aller. Puis, oh mon Dieu! Le retour, ça vous inquiétait jamais? Jamais! Alors, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un cablegramme à la maison, et puis j'entre, mais s'il vous plaît, envoyez-moi un Schiffskarte, un billet pour le bateau dans le temps. Ça fait que... Vous êtes rentré comme ça. Mais vous avez milité à Montréal aussi, au sein du Parti communiste. Oh oui. Le Parti communiste s'occupait de syndicalisme. C'était lié pour vous, c'était une action qui était très liée. Ah ben oui, parce que les communistes, c'était pas des diables, c'était du monde, comme vous et moi. Et puis... Comme vous surtout, là? Ben, parce que j'y étais. Il y a ceci qu'il faut comprendre. On ne voulait pas changer le monde sans sous-dessous. Non. Ce qu'on voulait, de meilleures conditions pour les ouvriers. Et c'est pour ça qu'on a dit qui étaient les premiers fondateurs des syndicats? C'était les communistes. Et dans le temps, ce n'était pas des communistes, c'était les socialistes. Mais le syndicat était nécessaire. Il ne fallait pas toujours mettre ça sur les épaules du bon Dieu. Ou bien aller à l'église et demander, pour l'amour, un peu plus de charité. Non. C'était les êtres humains et les hommes et les femmes qui voulaient de meilleures conditions. Et on en avait la preuve. Aux États-Unis, les femmes qui travaillaient dans la couture, ça, c'était les premières femmes qui s'étaient organisées pour avoir de meilleures conditions et pas accepter des faveurs des patrons pour des meilleures conditions. On ne veut pas de faveurs. Vous avez toujours, quand vous avez fait l'organisation, vous avez toujours travaillé sur le plancher, parmi les ouvriers. Ah oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais voulu monter dans la hiérarchie syndicale? Est-ce que vous aviez peur du pouvoir? Vous étiez réfractaire au pouvoir? Ça, ce n'était pas dans mes idées. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas une personne qui cherchait la carrière. Non. Il y a... Vous n'avez pas eu un souci, par exemple, maintenant qu'on se souvienne de vous d'une certaine notoriété, qu'on voit votre nom ailleurs que dans les histoires de lutte ouvrière, non? Qu'est-ce que ça me fait? Je me connais, moi. Je connais mes faiblesses, je connais mes forces. Et puis, d'abord que je fais mal à personne. Alors pourquoi m'en faire sur ces bagatelles? Non, 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 non. Les ouvriers ont beaucoup appris
Et c'est pas, l'ouvrier d'aujourd'hui n'est pas l'ouvrier ou l'ouvrière qu'on avait dans les années 30 et 40. Non. Ils ont beaucoup appris, ils savent se protéger, ils ont leur syndicat. Moi, j'ai toujours dit, si un professeur à l'université a besoin d'un syndicat, imaginez donc le grand besoin de l'ouvrier dans une usine, combien lui en a besoin. Et c'est pour ça aujourd'hui que, mais il y a encore des têtes dures qui disent « Oh ben, le patron n'aimera pas ça. » Oh là là! J'ai dit, aussi longtemps que le patron aura besoin de toi, hein, tu peux agir pour ton bien-être. Et c'est vrai. Le camp dira-t-on, est-ce que ça vous préoccupe? Parce que, bon, vous êtes célibataire à l'époque, quand vous étiez plus jeune, on dit vieille fille, syndicaliste, féministe, communiste, rouge, comme on disait à l'époque. Ce qu'on pensait de vous, ça vous inquiétait pas? Ça, je me connaissais moi-même. Je savais, je ne volerai jamais, je ferai mal à personne. S'il me fait mal, par exemple, je saurais me défendre. Mais à part de ça, je ne fais rien. D'être vue comme une femme à part des autres, ça ne vous dérangeait pas? Oh mon Dieu, c'était mon choix. Hein? C'était mon choix. Alors, si c'est mon choix, je vais agir tant bien que mal. Si ça ne va pas, ben, je me débrouillerai parce que c'est moi qui avais pris ce choix-là. Vos parents n'étaient pas inquiets de votre engagement? Bien, maman n'aimait pas ça. Mais on avait eu la liberté à la maison. Et mon père a dit, si c'est ça qu'elle veut dans sa vie, tu sais, Léa, ne changera pas d'avis. Alors, d'abord qu'elle ne fait mal à personne. Vous étiez la seule parmi les 9 enfants à être militante? Oui, bien, j'avais mon frère à Berlin qui était avec moi. Lui, par exemple, il était militant pour le bien-être. C'était surtout le social, pas d'isme. Mais lui aussi, il m'a laissé faire. Il dit, mais fais bien attention. Quand on avait des manifs, alors il dit, fais bien attention. Pourquoi est-ce que vous avez quitté le Parti communiste en 1958? Bien, je n'ai pas aimé le programme. Ils avaient quitté certaines choses, ils avaient fait certaines choses que j'étais contre, que j'avais dit, que je suis contre. Et puis, ils ont dit, bien, c'est comme ça que ça va marcher. Bien, je dis, dans ce cas-là, moi, je ne marche pas. Vous savez, il y a bien des gens qui on parle, bon, de leur appartenance au Parti communiste. Et maintenant, c'est comme si, bon, ils se disent, c'est une erreur de jeunesse, surtout après ce qu'on a su, les excès du stalinisme, les chars en Hongrie. Les gens renient cette période-là. Vous? Non, non, moi, je ne peux pas renier ça parce que j'ai milité, j'ai été sincère. On a fait quelque chose pour les gens, autant qu'on a pu. Alors, pour moi, non, ça a été une époque dans ma vie très importante. Je me suis développée, j'ai pris part à des choses que peut-être je n'aurais pas eu la chance de faire si je n'étais pas dans le mouvement. Une vie sans engagement pour vous? Ah, mais c'est pas une vie, hein? Parlons franchement, là. Une personne qui se lève le matin et qui pense seulement à elle, là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas une vie, ça. On ne peut pas vivre pour soi-même. Ça, je l'ai appris à la maison, et c'est vrai. Quand on est en santé, et puis, santé, mon Dieu, quand on peut marcher, et maman a toujours dit, si on peut marcher, puis on a une langue dans la bouche, puis on sait s'en servir, il y a toujours moyen de faire quelque chose pour aider une personne, même si c'est seulement pour monter les escaliers. Merci, bon week-end, au revoir. This is against war toys and violent toys. We don't want the parents and the grandparents to buy them. So if you take one and you can show it around to your friends, I'll put it in your bag, eh? There, with the best of luck.
That's good now. Have a good weekend. You too, dear. Thank you. Have a nice weekend and I hope you stay well now. Oh, we're not finished. Mais vous, quand vous allez distribuer des tracts, Oui. le geste et le résultat est dérisoire souvent. Bah, Ça vous empêche pas de continuer à le poser de façon inlassable? Il faut continuer. Moi, après tout, je le fais parce que personne ne me dit de le faire. Je le fais parce que je veux le faire. Alors, Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de faire ça? Moi, premièrement, ça me donne une idée du populo. Il y en a des gens qui comprennent, qui nous disent merci. Oh, on est d'accord avec vous. Merci, madame. Il y en a d'autres qui disent, il ne fait pas trop froid pour vous. Il y en a d'autres qui disent, pensent comme ça, puis ils disent, on n'en a pas besoin. Non, pas même un merci. Alors je dis, OK, tu veux rester ignorant, reste ignorant. Moi, ça m'est égal, mais la suivante, il y a toujours une personne qui l'accepte, qui dit merci. Et alors, c'est bien ça. Et aussi longtemps que je vais pouvoir, je veux continuer à le faire. Et l'amour dans tout ça? Ben, l'amour, de temps en temps. Il y avait de la place entre deux manifestations? Ah oui! Des fois, ça prenait plus que ça. Mais on a connu ça aussi. C'est bien, on ne peut pas vivre sans amour, vous savez. Non. Non, on ne peut pas vivre sans amour. Que ce soit l'amour d'un partenaire, que ce soit l'amour à la maison. On a besoin d'aimer quelqu'un et quelqu'un nous aime et nous considère. Avez-vous eu beaucoup d'amour déçu aussi? Bien, Parce que vous êtes idéaliste, j'imagine que vous devez l'être en amour aussi. bien, non, je peux dire que quand on se quittait, ben, si c'était sa volonté, c'est too bad, mais il faut l'accepter. C'était pas pour le tenir par le bras puis dire non, 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 puis pleurer. Ça aurait été ridicule, ça. Alors, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on grandit, on apprend. Avez-vous connu la passion aussi? Ben ça, peut-être une fois, deux fois. Plus jeune. C'est important, ça? Oui. Pour aimer, il faut aimer comme quand on fait quelque chose, on le fait avec toute sa volonté et ses capacités. Eh bien, l'amour, c'est la même chose. On ne peut pas aimer à moitié ou... oui, oui, je l'aime. Bon. Non, ça n'a pas été dans dans ma nature. On aime comme on doit aimer. Vous avez toujours été entière. Oui, ben ça, je ne peux pas changer. Est-ce que vous avez des regrets, des nostalgies? Pas de regrets, ça donne rien. Les nostalgies, je ne sais pas si j'appellerais ça nostalgie. Je pense souvent aux années passées et ça me plaît. Alors, après tout, il faut être logique avec soi. Hein? Ce temps-là est passé, on tourne la page et puis maintenant, ben, c'est un autre genre de vie. On vit seul, mais on n'est vraiment pas seul, vous savez. Est-ce que vous essayez de vous en convaincre ou vraiment, pour vous, c'est pas difficile, la solitude? Oh, ben écoutez, je me parle à moi-même et je me dis, tu es seul parce que tu l'as voulu. Tu aurais pu aller dans une maison de santé, là, ou une maison de... Un centre d'accueil? Un centre d'accueil, avec toutes ces vieilles dames qui se bercent et qui se bercent et qui racontent « Ah, puis vous savez, j'ai un mal de jambe, puis un mal de dos, puis tout ça. » Ça, c'est pas pour moi. Non, non. Alors, je m'ennuie pas. Je lis, je sors, je vais dans les musées, je vais au cinéma. Alors, il y a du monde partout. Et puis, ma vie se complète comme ça. Le sens de l'humour, ça vient d'où? Ça vient de maman. Il faut savoir rire de soi. Ça, c'est important. Parce que
on n'est pas parfait. Et puis des fois, on fait des choses tellement idiotes que la seule chose à faire, c'est de rire. Pas sans ça. On dit, mais pourquoi tu as fait une chose pareille? T'es pas sotte un peu? Eh bien, on rit tout seul. Et puis, ça passe. La mort, est-ce que vous y pensez? Non, Jamais? non. Moi, j'ai pour mon dire, quand mon temps viendra, puis ils monteront les escaliers, puis si je ne suis pas prête à partir en boîte, je vais leur dire, vous allez revenir une autre fois. C'est ça. Oh non. Quand il faut mourir, quoi. Hein? On ne peut pas vivre jusqu'à 100 ans. Moi, j'aimerais ça vivre jusqu'à 100 ans, mais... Pour voir le 21e siècle? Oui, mais voilà, que ceci marche comme il doit, que je peux me servir de ma langue de parler, qu'on me comprenne, que je puisse marcher comme du monde avec ma canne. Et si je ne pourrais pas faire ça, ben, venez avec votre boîte, venez me chercher, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas faire autrement. Si on avait le pouvoir de vous offrir ce cadeau-là, de voir le 21e siècle, on le ferait, hein? Ah, ça serait merveilleux. Mais, Léa, sois logique, hein? Ah oui. Je vous remercie beaucoup. Oh, je vous en prie, vous êtes très gentil. Vous êtes Ouais. une belle personne. Oh, voyons donc. Hein. Don't start that.